Alors bonjour Liliana Hermé. Vous avez grandi dans la Pologne communiste, avez vécu la transformation économique et politique de votre pays dans les années 90. En quelque sorte une histoire de passage à la fois individuelle et collective. Et comment l'avez-vous vécu en termes de certitude et d'incertitude? Justement, en grandissant dans la Pologne communiste et en passant la transformation, je peux dire que j'ai déjà vécu la fermeture des frontières, l'interdiction de mouvements ou même des limites de regroupement de gens. Aujourd'hui, on fait cela pour notre bien et ce régime sanitaire et social doit nous protéger. Néanmoins, au moins, ça fait penser quand même à cette époque-là. Ça se passait en Pologne en 1981, pendant l'état de guerre. Et ça peut apparaître quand même des grandes analogies. Euh, et je me pose la question si le bien fondé de certaines décisions prises actuellement par le gouvernement polonais servent vraiment à nous protéger ou bien c'est plus l'intérêt politique du gouvernement. Comme vous savez, nous sommes juste avant les élections présidentielles qui n'étaient toujours pas reportées. Et donc, mon incertitude, c'est déjà dans la décision de se conformer aux limites qui nous sont imposées par les gouvernements ou bien de les dépasser, sachant que parfois c'est difficile de distinguer notre protection et l'intérêt politique du gouvernement. De notre côté, avoir vécu en Pologne justement ces deux périodes communistes et la transformation, dans les quotidiens, je vois que je supporte mieux la réalité que l'on vit maintenant que mes amis qui sont plus jeunes ou ceux qui sont nés déjà dans la Pologne démocratique. C'est-à-dire que j'ai la mémoire et je sais par expérience qu'on peut vivre parfois on peut se limiter, on peut vivre avec le moins et on peut avoir ses besoins plus modérés et ça fait que je passe cette période peut-être plus facilement dans le quotidien. Le temps de l'incertitude est, est une matière privilégiée pour la fiction et pour le roman en particulier, l'idée même d'incertitude. Euh, la romancière que vous êtes, qu'est-ce qu'elle en fait? Est-ce qu'elle essaye d'en faire de nouvelles certitudes à travers ses romans? Euh, on peut dire que l'incertitude, c'est du pain quotidien des écrivains, de l'écriture en général, et surtout de ces écrivains qui utilisent la fiction. Euh, nous tous qui travaillons sur la fiction, nous travaillons dans une solitude, dans le silence, nous imaginons des choses. Et, euh, et malgré les temps que l'on est en train de vivre, moi je pense que la fiction n'a toujours pas perdu sa puissance énorme. Dans mes romans, souvent les situations sont fictives, parfois les personnages, mais les voix que l'on entend ne sont pas fictives. La fiction fait travailler l'imagination de l'auteur et des lecteurs. Et, euh, et les romans de fiction, c'est toujours une des meilleures plateformes de la communication entre les gens. Euh, la fiction, en fait, c'est pas l'irréel. La fiction, c'est de créer des situations. Les romans de fiction, c'est une structure, c'est une histoire, et c'est surtout la langue, hein, avec sa richesse, avec sa puissance. Euh, la fiction il n'y a pas de limite, n'a pas de limite, on peut dire. La fiction, c'est la liberté, mais la liberté, et je le sais très bien aussi en tant que Polonaise, la liberté, c'est quelque chose de plus difficile parfois. Euh,
Et donc, dans mes romans, c'est effectivement de la fiction, jusqu'à tel point qu'un personnage comme Elisabeth Costello peut dépasser les frontières et se retrouver dans le roman d'une Polonaise, par exemple. Tout à fait. Et alors, justement, en parlant de ce personnage, Costello, le sous-titre du roman qui tourne autour de ce personnage, un roman qui est intitulé Costello, a un sous-titre, et ce sous-titre en français peut être traduit par réveil. Euh, Passer de l'incertitude à la certitude, passer de la certitude à l'incertitude, ça peut être souvent vécu comme un réveil. Comment vos personnages à vous vivent-ils ce passage? Je pense à Costello, mais je pense aussi aux personnages de la mère et de la fille dans votre premier roman qui s'intitule Alitseika. Tout à l'heure, vous m'avez demandé si j'allais faire des nouvelles certitudes. Surtout pas, parce que pour moi, la littérature, la fiction, c'est plus poser des questions que donner des réponses. Elisabeth Costello, dans mon roman, elle est toujours une écrivaine qui échappe à son ancien créateur et rentre dans mon roman. Elle vient en Europe, c'est l'histoire de mon roman, elle vient en Europe pour rencontrer les lecteurs, donner un discours à l'université, pour faire quelques interviews. Mais il se passe un phénomène avec elle qui fait qu'en quelque sorte, elle se réveille. Elle se rend compte que les rôles et les schémas dans lesquels elle fonctionnait l'emprisonnaient. Donc, elle renverse un peu le plan fixe et stable qui était prévu, montre son côté provocatrice, commence à parler des choses qu'elle n'a jamais parlé. Elle se rend compte de sa vieillesse, du corps qui vieillit, de ses besoins érotiques, euh, et essaye de réveiller aussi ses cas. Je pourrais dire que c'est même une fiction double, car la fille narratrice dans ce roman invoque l'esprit de sa mère et entame une conversation difficile qui n'a jamais eu lieu en réalité. Ce dialogue, qui sera difficile pour les deux parties, permet d'un côté de démythologiser la mère, qui est toujours pour nous tous, je pense, la personne peut-être la plus puissante que puisse l'être. De l'autre côté, dans ce dialogue, la mère reçoit aussi une voix, elle peut se prononcer, elle peut manifester sa position. Le but de ces dialogues, de cette situation tout à fait créée, c'est de se dire, de s'expliquer des choses que l'on n'avait pas fait quand c'était possible. Est-ce possible de sortir d'un cercle vicieux dans les générations féminines dans une famille? Quel message peut transmettre aujourd'hui une mère à une fille? Est-ce nécessaire de répéter certaines choses qui se sont passées au sein d'une famille? Voilà, donc de nouvelles questions plus que des réponses. Toujours plus de questions que de réponses. Les livres doivent faire travailler l'imagination de lecteurs. Vous savez, les réponses, le monde entier essaye de nous donner par ses commentaires rapides, par ses opinions, par ses analyses. La littérature, c'est quelque chose de plus lent, mais plus profond. Et la fiction, comme je disais tout à l'heure, elle est capable de lier des gens qui sont dans des coins différents du monde et qui arrivent à se parler, à s'entendre, qui peuvent se retrouver sur une plateforme de la grande expérience des êtres humains, je dirais même. Alors, la période actuelle que nous vivons tous est marquée, on peut le dire, du sceau de l'incertitude.
Selon vous, quels savoirs peuvent naître justement de cette époque d'incertitude que nous vivons? Il y aura certainement plusieurs savoirs, mais pour moi, le savoir le plus important, ce sera d'apprivoiser ce sentiment et cet état d'incertitude. L'incertitude sera certainement quelque chose qui va nous accompagner pendant longtemps. On ne sait pas ce que l'avenir va nous apporter, peut-être une nouvelle vague de la pandémie. La crise climatique qui s'approche, qui va se manifester peut-être plus. Certainement, on aura moins de stabilité économique. Donc, ce serait un sentiment et un état qui va rester avec nous. Bien sûr, les sentiments de l'incertitude qui durent longtemps chez les gens peut être dévastateur. Donc, je pense que notre rôle, ce sera de passer des chocs et essayer d'apprivoiser justement ces sentiments d'incertitude, chercher peut-être des nouvelles solutions parce que notre système vient de nous montrer qu'il n'était pas idéal, qu'il ne protège pas suffisamment les plus fragiles et plein d'autres choses. Donc, certainement, il faudra chercher d'autres solutions, mais nous, comme chacun de nous doit quand même faire un travail psychique pour en quelque sorte, s'habituer à ce manque de stabilité, essayer de vivre avec cette incertitude. Merci beaucoup, Liliana.